me tenait à cœur qu'on parle un petit peu d'immunité, puisque c'est un sujet en ce moment qui est important pour tout le monde. Et j'aimerais vous apporter un petit peu une grille de lecture qui, je l'espère, va permettre à tout un chacun de s'apaiser un petit peu. Cette immunité, j'aimerais bien qu'on la considère en fait à travers des notions de médecine chinoise, mais pas que. Je vais d'abord m'appuyer sur ce que nous dit cette fameuse médecine chinoise depuis quelques milliers d'années. La médecine chinoise nous dit que lorsque l'être humain respecte son principe vital, suit et n'entrave pas son principe vital, la maladie grave ne peut pas s'installer. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce qu'il faut considérer, et qui n'est pas vraiment aujourd'hui communément admis, c'est que la santé, en fait, c'est un équilibre dynamique. Et cet équilibre dynamique, en fait, c'est un processus d'autorégulation. Donc en fait, ce qui nous est dit, c'est que le corps est en permanence en train de s'autoréguler. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que tous les jours on tombe malade, et tous les jours on s'auto-guérit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, tous les jours, j'ai des virus, des bactéries qui rentrent dans mon organisme, et mon organisme a une sorte de discernement. Mon métabolisme fait la part des choses, en fait, et il le fait sans mon intervention mentale. Il le fait sans que je le décide. C'est la nature, en fait, qui s'autorégule, le principe vital, le métabolisme qui s'autorégule en permanence et qui fait le tri. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et donc, de ce point de vue-là, l'autorégulation, c'est la norme. Et c'est ce qu'on appelle la santé. Et en général, on est né avec cette faculté naturelle de s'autoréguler. La preuve en est que dans les premières années de nos vies, vous savez, les petits-enfants, ils ont tout le temps les mains par terre, après ils mettent les mains dans la bouche, ils lèchent les roues de la poussette, ils mangent de la terre, du sable, tout ça. Ils s'en sortent plutôt pas trop mal, ils ont des petites maladies, mais voilà. Ils s'autorégulent en permanence par rapport à tout ce à quoi ils sont confrontés. La nature est plutôt bien faite. D'autant plus que forcément, comme ce sont des enfants, leur vitalité est généralement assez forte. Donc ça aide, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois on croit un petit peu naïvement que quand on n'est pas malade, c'est qu'on n'a pas croisé de maladie, ou qu'on n'a pas croisé de bactéries. C'est pas forcément le cas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on en croise tout le temps, partout, et qu'on s'autorégule en permanence. Tous les jours on tombe malade et on s'auto-guérit, et du coup on a l'impression de ne pas être tombé malade, et c'est le cas. Parce qu'en fait on s'est autorégulé avant même d'avoir des symptômes qui nous dérangent. Donc déjà ça c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, ce que nous dit la médecine chinoise, c'est comme tout coexiste avec son opposé, le métabolisme, il est capable de s'autoréguler, et quand on perd petit à petit cette faculté, je vous ai fait un petit schéma ici, quand on perd petit à petit cette faculté d'auto-guérison, d'autorégulation permanente, on bascule doucement mais sûrement vers un mécanisme d'autodestruction. Alors en fait, pour comprendre ça, on va étudier ce qu'on a aujourd'hui pu observer avec la médecine moderne, c'est la fameuse réaction auto-immune ou les maladies auto-immunes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Qu'est-ce que c'est qu'une réaction auto-immune? En fait, c'est quand le système immunitaire, finalement, se retourne contre le système lui-même, contre l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules qui sont censées nous protéger, comme par exemple les fameux anticorps, finissent par attaquer le système lui-même, dans une espèce de réaction disproportionnée. Voilà, c'est le cas par exemple du diabète, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques. On a des maladies avec des réactions très fortes de l'organisme qui créent beaucoup de désagréments, des éruptions cutanées, plein de choses. Et en fait, on dit que ce sont des maladies auto-immunes parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément
un virus, une bactérie ou un élément extérieur qui vient envahir et agresser le corps, c'est le corps lui-même qui s'agresse par une réaction exacerbée du système immunitaire. Et en fait, ce qui nous est dit comme ça depuis des millénaires par la médecine chinoise, c'est que en effet, tout ce qui fait le caractère aggravant d'une maladie, c'est-à-dire que quand une maladie s'aggrave et commence à créer des symptômes destructeurs dans l'organisme, c'est généralement finalement quelque chose qu'on peut assimiler à une réaction auto-immune. Donc en fait, de ce point de vue-là, le fait qu'une personne réagisse très fort à une maladie, c'est pas forcément dû à la violence du virus, mais c'est dû au système immunitaire qui s'emballe, en fait. Et donc, là, on passe du vert au rouge, on passe de l'autorégulation à l'autodestruction. Voyez. Bien sûr, là, vous êtes en train de vous dire, mais alors qu'est-ce qui fait que le système se retourne contre lui-même? C'est quand même terrible qu'on se tire une balle dans le pied comme ça. Qu'est-ce qui nous arrive? En fait, je pense qu'on peut voir les choses assez simplement. Vous savez, c'est l'histoire de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Vous êtes un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous vous retournez et votre coude cogne un joli vase qui est en train de tomber, donc vous dites « Oh la vache !» On essaie de le rattraper, mais en fait, comme on est un éléphant, en voulant rattraper le vase, on fait tomber l'étagère, qui fait tomber l'autre étagère, et le magasin est complètement explosé. Vous voyez l'image? Facile à comprendre. En voulant rattraper un truc, on casse tout le reste. C'est le principe de la réaction disproportionnée. Donc il n'y a pas intention de nuire, c'est-à-dire votre système immunitaire, il n'a pas d'un coup, il se dit pas, bon allez, je vais bien foutre le bazar. Non, il se dit pas ça le système immunitaire. Il essaye de faire son boulot, mais avec une réaction disproportionnée, il se peut qu'il casse tout, en fait. Et c'est ce qu'on constate. Et on est bien embêté avec tout ça parce que on les constate, les maladies auto-immunes, on les constate, les réactions auto-immunes, mais on ne sait pas les expliquer. On est incapable de les expliquer. Et aujourd'hui, ce qui nous perturbe le plus, c'est de se dire, tiens, on a une nouvelle maladie là. Alors il y a certaines personnes, ça leur fait rien du tout. Un petit rhume, ou un peu de fièvre, ou voilà, vite fait, quelques symptômes, pas grand chose. Il y en a d'autres, ça les terrasse pendant une semaine. Il y en a d'autres, carrément ça les envoie en salle de réanimation. Et comme on ne sait pas pourquoi, et bien forcément, au bout d'un moment, on se dit, c'est la faute à pas de chance. Alors ici, grâce à ce petit schéma, tout devient clair en fait. Pour moi en tout cas. La réponse, elle existe depuis toujours, c'est juste que l'être humain se situe entre autorégulation et autodestruction. Voilà. Et en fait, en fonction de là où est votre petite aiguille sur ce schéma, vous allez pouvoir imaginer ce qui se passe. Vous attrapez une maladie, vous êtes dans le vert, vous êtes dans le archi-vert, limite vous tombez même pas malade. Ou peut-être vite fait, vous allez avoir le nez qui coule un jour ou deux, et vous dites tiens, qu'est-ce qui se passe, il m'arrive quelque chose? Voilà, vous êtes dans le vert, ça se régule tout seul, ça vous empêche rien de faire. Vous commencez à être dans le orange, là, vous tombez malade, vous avez de la fièvre, vous restez quelques jours au lit. Si vous êtes dans le rouge, là, il se peut que vous développiez des symptômes très graves. Et du coup, on va dire que vous allez développer une forme grave de cette maladie. Mais en fait, la maladie, c'est toujours la même. Et la réponse que vous offrez à cette maladie est complètement en adéquation avec là où est votre aiguille sur ce petit schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, de ce point de vue-là, la question, c'est pas de savoir si la maladie est méchante, mais c'est de savoir si nous, on est dans le vert ou pas. Vous voyez où je veux en venir? C'est là que ça peut éventuellement changer la manière de regarder les choses. Puisqu'en fait, on parle beaucoup d'immunité, mais l'immunité, on la constate, mais on ne sait pas l'expliquer. Pour moi, ce schéma nous permet de l'expliquer, ou du moins de comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, ici, c'est que chaque individu, en fait, est responsable de où est son curseur sur ce schéma, où est son aiguille, là, où est placée mon aiguille sur ce schéma. En fait, si vous regardez vos vies, vous devez en avoir une petite idée. Maintenant, il est très important pour pouvoir continuer à discuter d'immunité et de santé,
considérer déjà qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et pour ça, je vous ai fait ce petit schéma ici avec la symbolique de la lettre E. En fait, la lettre E qui symbolise l'être. Et donc ce E, vous voyez, il y a 3 dimensions horizontales. Une dimension physique, une dimension émotionnelle et une dimension mentale en haut. Et ces 3 dimensions horizontales sont reliées par une dimension verticale. Donc la verticalité, c'est ça qui fait le lien entre le physique, l'émotionnel et le mental. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de considérer l'être en 3 dimensions. Parce que observez ce qu'il se passe dans nos esprits. Si je vous dis maintenant, on va parler de tout ça d'un point de vue médical. Alors tout de suite, ce qui se passe dans la tête de tout le monde, c'est que l'être, du coup, là, il se résume à cette dimension physique. Vous savez très bien que si je vous dis on va parler sur le plan médical, je vais vous parler de la dimension physique. La dimension émotionnelle et la dimension mentale ont un peu disparu. Ou alors elles ont été mises de côté et c'est comme si c'était autre chose. Les émotions, vous vous débrouillez, vous faites du développement personnel, hein, c'est pas du ressort de la médecine. Et le mental, allez voir un psychanalyste et on s'occupe pas de ça nous dans le médical. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce clivage. Et du coup, je trouve que cette séparation en fait du médical avec les dimensions fondamentales de l'être nous empêche finalement d'avoir une réflexion globale sur ce qu'est la santé, l'immunité et tout ça. Parce qu'en fait, depuis toujours et dans toutes les cultures à travers le monde, hein, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, toutes les sociétés, toutes les cultures sont unanimes depuis des milliers d'années pour nous dire que l'esprit se fait chair, que l'esprit est primordial à la matière. Vous savez, le matérialisme est apparu très très récemment dans l'histoire de l'humanité. Ça fait peut-être environ 200 ans, c'est rien du tout d'un point de vue de l'être humain. Avant que le matérialisme prenne autant de place dans nos sociétés, tout le monde croyait en quelque chose, mais surtout tout le monde croyait que l'esprit était une dimension fondamentale et primordiale et déterminante sur le physique. Donc en fait, ce qui nous est dit ici, c'est que dans cet être en 3 dimensions, le mental et l'émotionnel sont en amont de la physicalité. On a un proverbe qui dit « Ton corps d'aujourd'hui reflète tes pensées d'hier et tes pensées d'aujourd'hui conditionnent ton corps de demain. » Ce que ça veut dire, c'est que finalement, avant que quelque chose se passe dans le corps, ça s'est passé dans la tête. Et les dimensions mentales et émotionnelles sont complètement déterminantes sur notre dimension physique. Donc, quelque part, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que la réponse immunitaire de notre système physique est dépendante de tout notre émotionnel et de notre système de pensée, donc de nos croyances et de notre mental en fait. Donc en fait, si déjà on a une propension naturelle à surréagir d'un point de vue émotionnel et à s'emballer d'un point de vue mental, on a toutes les raisons de penser que du coup, d'un point de vue physique, notre système a toutes les raisons de s'emballer lui aussi. Puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ici dans le schéma, le mental et l'émotionnel et le physique se répondent constamment. Ils sont liés justement par cette barre verticale, et ils sont indissociables. Et ils agissent les uns sur les autres. Mais le but de la médecine, on sera bien d'accord que le but de la médecine, c'est toujours de trouver la cause de la maladie. Et justement, toutes ces sciences de l'être qui nous ont laissé ces connaissances-là sont toutes unanimes pour nous dire que la cause se trouve dans l'esprit. Encore une fois, à l'image de ce proverbe, ton corps d'aujourd'hui reflète tes pensées d'hier. Et tes pensées d'aujourd'hui conditionnent ton corps de demain. Le corps est une conséquence de l'esprit. Donc, ce que ça implique, c'est que pour avoir notre petite aiguille dans le verre, il faut avoir un équilibre
sur 3 niveaux. C'est-à-dire un corps mental équilibré, stable, un corps émotionnel équilibré, donc stable aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas bouger, ça veut juste dire qu'il peut se stabiliser. Bien sûr, la nature du corps émotionnel, c'est d'être en mouvement. La nature du corps mental, c'est d'avoir des pensées. On est bien d'accord. Mais je ne peux utiliser ma main que parce que je peux la stabiliser. D'accord ? Si je suis un dessinateur, par exemple, qui utilise bien sa main avec un crayon, si le fait que je dessine bien, c'est parce que je contrôle ma main. Si je contrôle ma main, c'est parce que je peux l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le mouvement se nourrit de l'immobilité. Tout comme la musique se nourrit du silence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, un corps mental sain, c'est un corps qui peut s'arrêter. Un corps mental qui peut s'arrêter. Un corps émotionnel sain, c'est un corps émotionnel qui peut s'arrêter. Et un corps physique sain, c'est un corps physique qui peut s'arrêter et qui reste aligné et ouvert. Donc, pour avoir sa petite aiguille dans le verre ici, il faut avoir un équilibre sur 3 dimensions. Mentale, émotionnelle et physique. Et la somme de la stabilité et de l'équilibre qu'on pourra avoir sur ces 3 dimensions va nous donner finalement le placement de l'aiguille. Donc vous voyez comment agir sur cette petite aiguille. Je vous donne des indices. J'ai pas la recette. S'il y avait une recette, ce serait trop simple. Chacun fait ce qu'il peut, avec qui il est, avec ses traumas, avec sa personnalité. J'ai pas dit que c'était facile. Mais, si vous voulez, la santé c'est ça, l'immunité c'est ça. C'est avoir l'aiguille dans le verre. Parce que avoir l'aiguille dans le verre ici, c'est la seule solution pour vivre convenablement. Parce que sinon, on est obligé de se carapassonner de systèmes de protection, puisqu'on ne s'occupe pas de soi-même et qu'on croit que du coup la vie est rude, qu'elle nous agresse en permanence, du coup on est obligé de se protéger. D'accord ? Alors que si on est dans le verre, la vie ne nous agresse pas, puisqu'en fait, naturellement, il y a de l'autorégulation qui se fait, et du coup on ne se sent même pas attaqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment important de considérer tout ça. Et surtout de ne pas oublier ces dimensions de l'être. Vous savez, si vous êtes un sportif, vous savez très bien que le mental c'est primordial, voire plus que le physique. Bien sûr, quand on est un sportif, on a une préparation physique, mais on a aussi une préparation mentale. Tous les grands sportifs le savent. On peut perdre un match au mental. On peut gagner un match au mental, même si physiquement on est moins fort. Vous voyez ce que je veux dire ? La dimension mentale est déterminante. Si tous les sportifs ont un coach, c'est bien parce qu'ils ont besoin aussi d'une préparation mentale, ils ont besoin que quelqu'un les aide à avoir un bon mental pour pouvoir être véritablement performant. Et entre les deux, l'émotionnel est forcément primordial aussi. Si je m'emballe à chaque fois que j'ai la moindre difficulté et que je dis c'est pas possible, j'en ai marre, je suis trop nul, et bien forcément l'émotionnel va faire que physiquement on n'est plus rien capable de produire. Donc vous voyez, quand je vous dis que le mental et l'émotionnel sont déterminants sur le physique, c'est juste évident. Donc c'est la même chose pour l'immunité. Si je vous parle du sport, c'est parce que, vous l'avez compris maintenant avec ce schéma et tout ça, l'immunité c'est un sport personnel. La petite aiguille, il n'y a que vous qui pouvez la faire bouger, vers le vert ou vers le rouge. Personne d'autre pourra le faire pour vous. Vous pouvez artificiellement prendre des médicaments pour essayer de revenir dans le vert, mais c'est artificiel. La véritable ingénierie est une ingénierie interne. Vous avez tous les outils en vous pour agir sur cette petite aiguille et vous mettre dans le vert. D'accord ? Tout ce que vous prendrez de manière extérieure, médicaments ou actions extérieures sur votre système immunitaire, tout ça, ce ne sont que des actions extérieures. Donc en fait, ça ne fait pas bouger votre curseur. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple ? Si vous savez que vous êtes dans le orange, dans le rouge, parce que vous savez que vous avez une petite santé, que vous êtes assez fragile, que vous tombez souvent malade, ou que vous avez une maladie auto-immune, de toute manière, polyarthrite rhumatoïde, diabète ou je ne sais quoi, donc que votre système, de toute manière, depuis des années, n'est pas capable de s'auto-réguler. Vous avez perdu ça, vous ne savez pas comment le retrouver. Bien sûr, protégez-vous. Bien sûr, pour vous, par exemple, par rapport au Covid et tout ça, il est très important que vous vous fassiez vacciner. Mais je pense que vous l'êtes déjà. Mais rendez-vous compte que cette vaccination va vous protéger contre le Covid, mais votre petite aiguille est toujours dans le rouge.
Donc de toute manière, il y a autre chose qui va vous poser, tout va vous poser problème en fait. Tant qu'on est dans le rouge, on n'est pas bien, tout simplement. On n'est pas en état de ce qu'on appelle en science l'homéostasie. C'est-à-dire que l'homéostasie, on parle beaucoup de ça aussi en médecine, c'est un état qu'on constate où toutes les fonctions du métabolisme sont en équilibre. Et donc du coup, le métabolisme, je vous le donne en mille, il s'autorégule en permanence. Et cette homéostasie, elle est très en lien avec l'émotivité, bien sûr, puisque la première chose qui perturbe l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de toutes les fonctions du corps, c'est bien sûr l'émotionnel, et l'émotionnel est bien sûr motivé par le mental. À chaque fois, ça va s'emballer ensemble. Les pensées qui fusent, l'émotionnel qui s'active, et du coup le corps physique qui se désorganise et qui finit par avoir des réactions disproportionnées. Donc maintenant j'attire juste votre attention aussi sur la symbolique de la croix avec faire et être. Donc vous la voyez ici. Vous voyez que symboliquement on place la verticalité, vous vous rappelez aussi tout à l'heure, ça fait le lien avec la lettre E, cette verticalité et 3 horizontalités. Là, sur la verticalité, on place l'être, et sur l'horizontalité, on place le faire. En fait, être, c'est se centrer. Vous savez ce qu'on dit. Et reprends tes esprits, centre-toi, place-toi dans ton être. Donc, reviens à toi, dans ton axe. Okay, être bien dans ses baskets. Tout ça, ce sont des indications pour revenir dans sa verticalité. Faire, c'est l'horizontalité, donc c'est aller à droite, à gauche, devant, derrière. On se disperse, on agit dans le monde. On fait avec les mains, avec les bras, être dans son axe. D'accord ? Vous voyez un petit peu cette symbolique, comment elle s'exprime en nous. Vous avez l'être, vous avez le faire. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui nous dit, mais au fait, on est des fers humains ou on est des êtres humains ? Bien sûr, on est des êtres humains. Donc la question c'est être et pas faire. Mais bien sûr, depuis toujours, on est incité à faire et en général, on définit ce que nous sommes à travers ce que nous faisons. Donc en fait, quand on va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, on lui demande « Hey, salut, tu fais quoi toi ?» Et du coup, il va nous dire ce qu'il fait et du coup, on va imaginer ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais finalement, on est un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on détermine notre être en fonction de ce qu'on fait. Et donc, on cherche toujours à faire pour être. Alors que bien sûr, ce que tous les enseignements de sagesse nous rabâchent depuis des millénaires, c'est que finalement être est primordial à faire, tout comme l'esprit est primordial au corps. Le corps qui nous sert à faire, d'accord ? L'esprit qui nous permet d'être. Donc en fait, on esquive la question de l'être en permanence. Et on fait. Et on se demande ce qu'il faut faire. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et du coup, on est toujours dans un état de perdition horizontale, parce qu'on est incapable finalement d'être. Et cette petite aiguille-là, entre le vert et le rouge, elle nous pose la question de l'être. Parce que si on arrive à être, donc se sentir émotionnellement stable, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions, mais simplement les émotions, on s'en sert, et puis ensuite on se replace en soi. Les pensées aussi, on les utilise, et ensuite on se retranche dans cet état de calme. Le corps physique, il s'active, et puis ensuite on peut se reposer, on a des nuits tranquilles et sereines. Vous voyez, c'est toujours un jeu entre faire et être. D'accord ? Mais être est fondamental. Être est fondamental. Et donc du coup, je rejoins un peu Shakespeare, qui disait être ou ne pas être, telle est la question. Je pense que c'est très important dans ce concept, dans ce contexte, de se rendre compte que à chaque fois qu'on a un stimuli, à chaque fois que la vie nous provoque un peu d'une certaine manière, la question c'est être plutôt que faire. Puisque, vous voyez, on est en face de 2 utopies. Il y a une utopie qui dit, pour que tout le monde soit protégé, il faut que tout le monde fasse une action extérieure sur son organisme à travers un vaccin, pour que tous les organismes soient protégés, et là, du coup, on est bien. C'est pas faux du tout. Ça fonctionne.
C'est bête comme chou, hein. Celui qui comprend pas ça, il est vraiment stupide. Donc c'est clair, ça fonctionne, c'est pas la question. Bien sûr que ça fonctionnerait si tout le monde se vaccinait, hop, on aurait une immunité collective, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, ça voudrait dire que tout le monde va accepter la même idée. Et tout le monde qui accepte la même idée, en fait, c'est une utopie. Parce que ça me fait penser à... Un jour, il y a des archéologues comme ça en Égypte qui ont déterré des pierres avec des hiéroglyphes, et en déchiffrant les hiéroglyphes, ils se sont rendus compte qu'il y a un Égyptien, il y a 4000 ans, qui a écrit c'est pas possible, les jeunes, c'est vraiment plus ce que c'était, ils comprennent rien, ils vivent n'importe comment. Et du coup, il s'est dit, oh, c'est pas possible, je vais écrire ça, tac, 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 tac. Et donc, il était en train de pester, cet Égyptien, contre la dégradation des valeurs, du fait que, du coup, les jeunes ne respectaient plus rien. Vous voyez, c'est vieux comme le monde. Il y a 4000 ans, on avait les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. En fait, ces problèmes-là, il va traverser les sociétés, quelle que soit la forme que prennent les sociétés, parce qu'il se trouve que les gens ne font pas ce qu'on leur dit. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, une idée ne peut pas germer dans tous les esprits. Ce n'est pas possible. C'est une utopie. Tout le monde ne peut pas penser la même chose, aussi simple soit l'idée. C'est une utopie. D'un autre côté, on est d'accord pour dire que ce qui fait la richesse, c'est la diversité des points de vue. On est d'accord pour dire que le brassage, la mixité, le mélange, la différence, c'est ce qui fait la richesse. Et puis, quand on a peur pour sa survie, quand on se sent personnellement menacé, là, on voudrait qu'il y ait une idée qui germe dans tous les esprits et que tout le monde l'accepte. Mais c'est pas possible. Le principe de la vie, c'est que chacun son point de vue et tout le monde a raison selon son point de vue, et la vie, c'est comme ça. Donc, vouloir que tout le monde soit d'accord avec une idée aussi simple soit-elle, ça restera toujours une utopie. Et du coup, on va être obligé, parce que le problème, c'est qu'on oblige du coup les gens à faire quelque chose. Vous voyez, c'est une solution horizontale. Le vaccin est une solution horizontale, parce qu'elle impose à tout le monde de faire dans l'horizontalité. Donc forcément, vu qu'on est des êtres, quand on nous dit faut faire, eh ben on se raidit. On dit quoi, faut faire? Qui c'est qui a dit qu'il fallait faire? T'es sûr que t'as raison? Ouais, on a ce truc-là, c'est humain. Donc la solution horizontale, malheureusement, elle fonctionnerait, mais malheureusement elle est totalitaire. Elle est totalitaire parce qu'elle impose. Elle impose une injonction au niveau horizontal du faire. Elle nous impose de faire quelque chose. Et là, celui qui va arriver à faire ça sur l'ensemble d'une population, bah si c'est possible, ce sera un dictateur. Puis à mon avis, ça va barder. Bon, bref. Mais c'est peut-être parce que la solution horizontale, c'est pas ce qu'on veut. C'est peut-être parce que la solution horizontale, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'être, qui est, comme son nom l'indique, vertical. Il y a une deuxième utopie qui me tient plus à cœur. Vous savez, par exemple, Gandhi disait, alors je ne sais pas si c'est de lui, mais en tout cas il a relayé cette phrase que je trouve magnifique. Gandhi disait, pour que la paix dans le monde puisse exister, il faut que cette paix existe dans le cœur de chaque individu. C'est-à-dire qu'il explique que si chaque individu ne ressentait pas cette paix au sein de son propre cœur, la paix dans le monde, c'est une utopie, ça n'existera pas. Ce sera toujours factice. Quand on y réfléchit un peu, on est obligé de se rendre compte que c'est vrai. Et quand on essaye d'avoir ce sentiment de paix en soi et qu'on se rend compte à quel point c'est difficile, du coup on se dit waouh, ça n'arrivera sans doute jamais. Donc c'est une utopie, mais c'est une utopie jolie. C'est une utopie verticale parce qu'en fait, elle incite tout un chacun à être en paix. Et pas à faire quelque chose pour la paix. Elle incite chaque individu à trouver la paix en lui. Et du coup, face à cette épidémie de Covid, moi j'aime bien choisir mon utopie et plutôt inciter chaque individu à trouver l'immunité en lui, à comment mettre sa petite aiguille dans le verre pour être en état d'homéostasie, pour être en état d'autorégulation permanent et pour pouvoir vivre avec les virus, les bactéries, tout ça, parce que de toute façon elles étaient là avant nous. Peut-être pas le Covid parce que apparemment c'est nouveau, même si des coronavirus il y en avait déjà depuis longtemps, mais les virus et les bactéries étaient là des milliards d'années avant nous, donc
c'est peut-être à nous de nous adapter, plutôt que de se trouver un ennemi commun pour taper dessus. Si on est dans le vert, ça ne pose pas de problème. L'expérience le prouve. Il y a des millions de gens qui ont chopé cette maladie et à qui ça n'a pas fait grand-chose. Il y en a aussi plein qui sont allés en réanimation et qui ont saturé malheureusement nos hôpitaux, et ça c'est un véritable problème. Et pour tous ces gens-là parce que finalement, on peut imaginer que ces gens qui se retrouvent en réanimation, c'était des gens qui étaient dans le rouge. Donc forcément, pour ces gens-là, la solution horizontale de la vaccination est forcément une bonne chose, et ce sera plus simple et plus rapide que d'essayer de se mettre soi-même dans le vert en équilibrant toutes les dimensions de son être, bien sûr. Mais pour tous les gens qui pensent être pas trop loin du vert, mais rassurez-vous, et sachez que vous avez tous les outils en vous pour conserver en fait cet équilibre, cette autorégulation qui est une norme. C'est pas une prouesse, c'est quelque chose de normal en fait. La seule chose qui peut faire le bazar dans votre homéostasie, c'est l'émotionnel et le mental. Le mental avec des croyances limitantes et un mental complètement désorganisé qui ne sait pas s'arrêter, et l'émotionnel aussi avec des émotions qui prennent le dessus et qui nous empêchent finalement de rester serein. Donc la solution verticale, c'est-à-dire l'utopie qui encourage chacun à être en état d'équilibre, pour moi je la trouve plus jolie, plus adaptée à ce qui nous est demandé en tant qu'être humain. Et donc je vous incite par cette vidéo à prendre conscience de votre responsabilité sur votre petite aiguille ici, de votre responsabilité personnelle de rester dans le vert pour votre santé et pour votre propre immunité. Et puis à vous apaiser comme ça par rapport à ce que font les autres. Parce que si les gens n'ont pas envie de mettre de masque, si les gens n'ont pas envie de se vacciner, c'est leur problème. Peut-être qu'ils sont dans le vert. Peut-être qu'ils craignent pas tant que ça. Ou peut-être pas, peut-être qu'ils sont stupides et qu'ils vivent n'importe comment. C'est pas votre problème. Le problème de tout un chacun, c'est de s'occuper de lui-même, de sa responsabilité, de son rapport à la vie, et du coup d'être entre guillemets intransigeant avec soi, dans le sens où je suis responsable de où est ma petite aiguille, et du coup je prends mes responsabilités, et quand je vais pas bien je le prends pour moi. C'est pas que j'ai chopé un gros rhume si j'ai été très malade, c'est que j'étais un peu dans le orange-rouge. D'accord, c'est pas la faute de la maladie. Donc on est intransigeant avec soi-même, et on est terriblement tolérant envers les autres, parce que quand on se rend compte à quel point c'est difficile, on finit par pardonner les autres de ne pas y arriver. Et donc du coup, on tolère que chacun fasse ce qu'il veut, parce que de toute façon c'est la vie. Et du coup on s'apaise, et on peut enfin vivre en paix en acceptant la diversité, et en n'étant pas dans cette espèce d'utopie de vouloir imposer une action pour tout le monde, la même action pour tout le monde. Je me permets une petite parenthèse par rapport à notre relation au hasard. Ce qui nous perturbe le plus dans cette histoire, c'est que y en a à qui ça fait rien, Covid, et il y en a que ça terrasse. Et comme on comprend rien, et qu'on se dit mince, qu'est-ce qui va m'arriver moi si je l'attrape? Eh ben forcément on finit par croire à la chance. On se dit lui il est parti en réa, il avait pas de chance. Lui ça lui a rien fait, il a eu de la chance dis donc. Dis donc il y a une famille, les 6 ils étaient malades, et puis juste là, une personne de la famille, elle n'est pas tombée malade, alors qu'elle n'avait pas de masque, elle vivait avec, qui mangeait, tous pareil, ils étaient dans le même foyer. Et il y en a une qui n'est pas tombée malade de la famille. La chance! Vous voyez, on en finit par penser comme ça. Faute de comprendre, on croit en la chance. Seulement ce petit schéma-là, et du coup, si une personne n'est pas tombée malade, c'est qu'elle était dans le vert. Voilà ce qui s'est passé. Par contre, on peut être dans le vert le matin et dans le orange l'après-midi. Ça peut bouger très vite le curseur. Mais il se peut que des fois on reste dans le vert de manière durable, et des fois on n'est jamais malade pendant des années. Parce qu'on arrive à se mettre dans le vert, c'est tout. Pas parce qu'on a de la chance, pas parce qu'on esquive les virus comme ça. Moi je suis trop fort, j'esquive tous les virus. C'est pas possible. Non. On les rencontre les virus. Mais si on est dans un état d'homéostasie, d'autorégulation permanente, ce qui est la norme, on tombe pas malade et puis c'est tout. Quelle que soit la maladie. Donc vous voyez, c'est juste pour dire que on est dans une société matérialiste où on croit en rien, et où on veut parler sur le plan médical, on réduit l'être humain à une physicalité.
Et du coup, à force de croire en rien, on finit par croire au hasard. Donc il y a deux attitudes par rapport à ça que je trouve assez extrêmes. L'une qui serait de considérer que l'homme est simplement le jouet de forces supérieures et donc du coup se mettre simplement à prier pour la bonne fortune. Et l'autre attitude qui serait de finalement, faute d'arriver à croire à quelque chose, on finit par ne croire à rien du tout. En ne croyant rien, on finit par croire au hasard. Et cette croyance au hasard finalement nous oblige à prendre tout un tas de mesures pour prévenir ce hasard qui pourrait être fâcheux. Donc dans ces deux cas-là, on est un petit peu déconnecté de son pouvoir personnel. Soit on annihile son pouvoir personnel en pensant simplement être le jouet du destin, soit on annihile son pouvoir personnel en pensant que de toute manière la vie est hasardeuse et donc du coup si on tombe malade c'est un petit peu comme si on lançait une roue de la fortune et puis ah zut, si on tombe dans la mauvaise case il nous arrive une forme grave de la maladie. Vous voyez, dans ces deux positions en fait on perd son pouvoir. Bien sûr je pense, comme c'est souvent dit, que la juste position se trouve quelque part au centre. Être assez humble pour se rendre compte qu'il y a plein de paramètres et de liens de causalité qui nous échappent et qui sont très influents sur nous, sans perdre de vue ce qu'on pourrait faire personnellement pour conserver un état d'équilibre et œuvrer pour sa santé et son immunité. Personnellement, je pense qu'il est très important d'essayer de se relier aux dimensions les plus subtiles de l'être, sans perdre de vue ce que l'on peut faire dans la physicalité. Mais je ne peux pas non plus m'abaisser à me résoudre à croire au hasard. Je pense que ce dicton que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, dans la vie on récolte ce qu'on sème, ce dicton est fondamentalement vrai. Et même si des fois c'est difficile d'imaginer qu'on ait pu engendrer ce qui nous arrive quand il nous arrive un grand malheur, d'une manière ou d'une autre, il faut avoir l'humilité de se dire que c'est sans doute inconsciemment qu'on a participé à provoquer tout ce qui nous arrive, mais que la manière qu'on a de réagir consciemment sera déterminante pour les événements futurs. Si on a cette conscience que le futur dépend du présent, que c'est la qualité du présent qui va conditionner la qualité du futur, on ne peut pas rester dans un état de perpétuelle survie, dans un état guerrier. Il est important de s'apaiser et de s'équilibrer dans toutes ces dimensions, et c'est simplement ça qui sera garant d'un futur meilleur. Je pense que tous les êtres humains qui ont vraiment réussi à changer les choses, pour eux et pour le plus grand nombre, sont des gens qui ont d'abord cru en eux, voilà, et ont pris leurs responsabilités. Vous savez, c'est pas complètement farfelu de ne pas croire au hasard. Einstein lui-même disait, Albert Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé. Donc en fait, il ne croyait pas au hasard, Albert Einstein. Est-ce qu'il était fou? Peut-être un peu, mais il était aussi un génie. Il y a beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens dans la communauté scientifique qui s'accordent à dire que le hasard, c'est juste la partie du phénomène dont on n'arrive pas à avoir conscience. C'est tout. Donc en fait, le hasard, c'est juste un lien de causalité qui nous échappe. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'humilité face à toutes ces choses qu'on ne peut pas expliquer. Je n'ai pas la prétention, en croyant au fait que tout se situe entre autorégulation et autodestruction, je n'ai pas la prétention de tout expliquer. Et c'est très subtil d'arriver à faire bouger cette aiguille vers le vert. Mais on a plein d'outils qui sont là depuis des milliers d'années et qui se portent en particulier sur la gestion de l'émotionnel et le travail de nettoyage du mental à travers des exercices comme la méditation ou justement éliminer petit à petit toutes les croyances limitantes. On a des outils en fait qui nous permettent d'œuvrer véritablement pour notre santé et notre immunité. Et donc on peut s'émanciper de cette croyance au hasard qui finalement nous bloque. Parce que si on croit au hasard, ben là on est obligé de se protéger du coup. Puisque en fait il faut se prémunir de ce vilain hasard qui pourrait nous terrasser d'un coup. Ouais. Et c'est là qu'on se sent très menacé. Donc je vous invite, bien sûr ce ne sont que des croyances, chacun croira ce qu'il voudra, chacun se placera
où il veut, où il peut, dans ses systèmes de croyances, mais comprenez bien que ne croire en rien, ce n'est pas possible, parce qu'à force de croire en rien, on finit par croire au hasard. Et quand on croit au hasard, on est obligé de se protéger. Et donc on est obligé de faire pour se sentir à l'abri. Puisqu'on n'arrive pas à se sentir bien, on n'arrive pas à être, on est obligé de faire par instinct de protection. Êtes-vous capable de ne pas vous sentir menacé? C'est ça la vraie question. Si vous êtes capable de ne pas vous sentir menacé, il n'y a plus de problème et vous ne vous sentez même pas agressé. Et c'est ce qui se passe quand on a l'aiguille dans le verre. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça vous aura plus ou moins rassuré. C'est pas rassurant parce que finalement, c'est pas vraiment une solution. C'est juste une manière de voir les choses, mais cette manière de voir les choses, finalement, peut nous réconcilier avec nous-mêmes et surtout avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, on en est un petit peu à tous se regarder comme ça. Dis donc, tu t'es vacciné, dis donc, tu mets un masque quand tu sors. Et du coup, voilà, on devient très moralisateur avec des injonctions de faire. Et je trouve qu'on s'éloigne de ce qu'il faudrait qu'on soit pour pouvoir être en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous apaiser pour que chacun puisse redevenir le plus tolérant possible avec son prochain et qu'on puisse vivre ensemble comme on l'a toujours fait. Voilà, en confiance, en responsabilité de soi-même et de ce qu'on pourrait faire sur cette petite aiguille, chacun pour soi, pour être le plus possible dans le verre. Et là, si tout le monde était dans le verre, on aurait aussi une immunité collective. Sans rien demander à personne. Utopie, je sais, mais bon, comme je vous l'ai dit, la seule chose qu'on puisse faire, c'est choisir son utopie. Donc, merci pour votre écoute, bonne réflexion avec tous ces éléments, et puis à une prochaine.